Voilà, en principe ça va. Ça c'est détaché. Détaché. Ok. Oui. Non. Donc, j'ai vraiment pas question de temps. C'est-à-dire, j'ai évidemment, vous savez bien, tout bien corrigé, mais je voulais les revoir avant de vous les donner. Donc, ce que je ferai, ce que je vais faire, est que vous le trouverez vendredi. D'accord? Je vous laisse à la vie scolaire vos pochettes. D'accord? Voilà. Ok. Alors en DCS, on aura une deuxième évaluation à la rentrée. Se rattraper, ça sera très ça les fera. C'est combien? 17. Alors donc, Bertie est absente, Louise, je vois qu'elle est absente. Alors, Bertie est absente. Mélissa, Cédric, Donatella, Fanny, Tom. Il n'est pas là, Tom. Ah non, en fait, oui, c'est la maisonnette. Alors, Laurine, tiens, Laura, Dani, Louise est absente, Gabriel, Simon, Julie, tu es là? Oui. Oui. Julie? Oui. On en était où? Julie, Laura, voilà. Maëlle n'est pas là. Léa, Chloé, très bien. Salomé était là. Et c'est tout. Voilà. Ok. D'accord. Alors, pour moi, c'est parti. Ok. Alors, je le dis pour le sonore. 5. Ok. Deuxième fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est prêt. Une profonde inspiration pendant que nous nous redressons vers le ciel. Une noble posture, les épaules bien droites, une flamme jaillit de nos têtes. Nous sommes une bougie, une veilleuse de la pensée. J'aspire profondément, je retiens, je me dis, me voilà. Et j'expire. Comme d'habitude, je me dirige à ressentir mon corps, moi comme corps. Mon corps signifie
moi comme corps, le corps que je suis. Je sens mon corps dans sa globalité, je sens son poids, sa masse, son intériorité. Je m'y installe dedans, je suis présent. J'inspire profondément, je retiens, j'expire. Maintenant, cette sensation qui est la mienne, la proprioception, s'irradie dans l'espace environnant. Je mesure l'espace environnant. Je sens les parois qui m'entourent, la voix qui voyage dans ces mètres qui me séparent d'elle. Cette vibration parcourt, je les compte, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres. J'y arrive et je rebondis vers ici où je suis. Je fais vers les parois, vers le plafond, le sol. Je me situe dans l'espace. J'inspire profondément. Je retiens. Je me dis, me voilà. Et subtilement, j'expire. Maintenant, je sens mes pieds là-bas dans la vallée. Je suis la statue gigantesque d'un dieu égyptien assis dans la vallée des temples. Mes pieds tout petits là-bas, je les sens. Salut mes pieds. C'est mes pieds. Merci mes pieds. Je me dis, je suis ici en haut. Je ne suis pas mes pieds, j'entends ma voix. Et puis je monte au ventre, de devant les cuisses. Je sens mes jambes qui regardent devant moi. Aussi mes jambes. Bonjour mes jambes. Je ne suis pas, mes jambes. J'inspire profondément. Je retiens, je passe aux mains, je sens mes mains de l'intérieur, je les touche. Ça fourmille. Bonjour mes mains. Ma main droite, la main gauche. C'est mon identité, ma signature. Je les touche de l'intérieur. Bonjour ma main. Mais je suis pas vous. Je me le dis. J'inspire profondément. Je retiens, et avec rétention, je dépasse le centre de mon corps. Voilà, je mets en inspiration subtile. Je me dirige vers le bas du ventre, et puis le sternum, et puis la poitrine, jusqu'à la gauche. Voilà, mon attention est juste en dessous de moi, au-dessus de mon ventre. Là, c'est ma gorge. Bonjour ma gorge. Je suis pas toi. Je suis plus haut que toi. Je m'entends parler. J'inspire profondément. Je retiens et je monte au visage. Je sens mon visage de l'intérieur. Je sens mes joues. Je sens mon nez, mon front. J'arrive. Entre les sourcils, je condense mon attention. Me voici, j'entends ma voix. Je me le dis, c'est tiennement. Je le dis 3 fois. Bonjour. C'est là que je vais chercher ce que j'entends, ce que je pense, mes idées qui jaillissent de moi-même, de ma voix. J'inspire, je retiens et j'expire. Voilà, les yeux. Alors, donc, on recommence, on poursuit notre méthodologie, mais je m'étais proposé une chose, que justement, avec cette dernière lecture que je voulais faire de vos travaux, je n'ai pas eu la possibilité de le faire. C'est-à-dire que je voulais, puisque j'en ai plein
vous porter, à propos des perplexités de Simon, mais voilà, les vôtres, une carte de la fête des Verdun. Vous vous rappelez, c'est quoi la fête des Verdun? J'en ai parlé hier. C'était quoi? C'est l'histoire avec les trois frères. Exact. Alors là, je mettrai cette carte, donc lorsque je publie la vidéo, je la mettrai comme image de d'accueil, disons, de la carte. Alors je vais vous montrer, puisqu'il est question, là je vais insister sur ce point. C'était quoi le point, Simon? C'est quoi ton objection? Quelle objection? Tu as totalement effacé, oublié. Est-ce que quelqu'un n'est pas au risque d'Alzheimer comme Simon? Oui. Que les guerres aient commencé finalement. Non. Comment? Que par exemple, quand on disait que les guerres commençaient toujours par des mots, et Oui. sinon, un film, mais par exemple, les terroristes. Ouais, voilà, c'était ça. Tu te rappelles? Il faudrait que tu aies ta mémoire chez toi, hein, pas chez elle ou chez moi. Que ça reste bien dans ta tête. Et oui, tu avais dit que, par exemple, le 11 septembre, c'était pas des mots. Et j'avais dit, non, écoute, justement, c'est que, comme on ne veut pas les mots de l'autre, on le bute. C'est vraiment les mots. Et tu avais, je pense, tu étais d'accord, plus ou moins. Oui. Et donc j'avais évoqué, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, précisément, quelqu'un m'avait évoqué ça, la Lorraine, l'Alsace, quelque chose. Oui. Ouais, c'est parce que j'avais parlé du conflit France-Allemagne. Exact. Donc là, c'est un exemple parfait. Et donc je vous le fais, comme ça vous le visualisez. D'accord? C'est une petite digression d'histoire qui peut en fait vous sert beaucoup. Je me dis, en tout cas cette année, je pense que vous avez comme histoire la Première Guerre mondiale aussi ou non? Ou c'était l'année dernière? La deuxième. Ah, c'était l'année dernière. Bon, en tout cas, vaut mieux savoir certaines choses. Alors, là, si je vous trace ceci, qu'est-ce que vous me dites que c'est? Voyons voir si vous le reconnaissez. C'est quoi? Oui? C'est lorsqu'on entend. Non, 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 non. Là, nous sommes dans une carte géographique. Là, c'est quoi ça? Là, c'est le Danube. Et ceci est le Rhin. D'accord? Ça, c'est le Rhin. Ça, c'est l'Hollande. Et puis, ça devient la Danemark. Donc là, maintenant, actuellement, c'est l'Allemagne. Et là, c'est quoi? La France. Et la France. D'accord? Donc ça descend, et ça devient, ici, ça devient quoi? C'est quoi ça? Ça descend, d'accord? Ça descend, comme ça, à peu près. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est les Pyrénées, c'est l'Espagne, d'accord? Donc ça c'est la France. Ah ben si, il arrive. Si, bah si. Faut voir arriver. Et c'est peut-être faire peut-être faire la France comme ça, peut-être. Oui, oui, d'accord. Tu me feras ça, d'accord? Ah, ça peut-être un truc comme ça. Oui, oui, je sais, écoute. Parce que moi, je vois pas, je crois. Je ne suis pas vraiment crack en dessin, mais comme topologie, disons comme schéma, ça va, ça peut aller. L'important, c'est quoi? L'important, donc je vous avais cité la Terre, donc ce qui s'est passé et que en effet, donc je vais vite, car en tout cas, je veux que vous voyez tout simplement le côté philo de ça. Donc ce qui s'est passé est qu'on en était, donc ici, avant le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, s'arrêtait l'Empire romain. C'était ici l'Empire romain. Donc vous voyez les limites de l'Empire romain. Puis c'est passé une chose, c'est-à-dire qu'un noyau ici, dans un endroit qu'on appelait Austrasie, un pouvoir s'est créé. Tout d'abord les Mérovinges, et après les Carolinges, donc Charlemagne. Donc Charlemagne a fait quoi? A étendu ici l'Empire, et il a fait le Saint-Empire romain. D'accord? Donc le Saint-Empire romain s'étendait à peu près ici jusqu'à l'Elbe. L'Elbe. D'accord? Donc le fleuve qui établit la limite extrême entre l'Europe et les Slaves, c'est-à-dire les esclaves. Les esclaves. Les Slaves, c'est après la Pologne. D'accord? Donc c'était ça, l'Elbe, qui faisait. Donc ceci était Charlemagne. Charlemagne
c'était le Saint-Empire romain. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il est mort, donc il a été empereur, quelle date? 800 après Jésus-Christ. Quelle date Napoléon? 1800 après Jésus-Christ. Quelle date Verdun? Quelle date Verdun? Le massacre. Le massacre de Verdun, quelle date? 1900? 1916. Oui, je pense. Non, je pense avant. Ça doit être 14. En tout cas, là, je bug. C'est pas important, l'important est 843, paix de Verdun. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Charlemagne, empereur, laisse son empire à 3 fils. D'accord? C'est Ludovic, Lothaire et Charles, le chauve. Donc ce qui se passe est que il se crée une division là. Ok? Cette division-là, cette terre s'appelle Lotharinge, car c'est Lothaire. Lotharinge. Vous voyez? Lotharinge. Or, vous savez, il y a 2 noms qui viennent de Lotharinge. Lothlorien, vous dites quelque chose? Lothlorien. C'est quoi? Lothlorien. Vous ne connaissez pas? C'est la forêt des elfes chez Tolkien. Et Tolkien, est-ce que ça vous dit quelque chose, la terre des milieux chez Tolkien? Oui, c'est ça. C'est la terre des milieux. Et Lotharinge, c'est Lothlorien. Et Saruman, à mon avis, c'est Bismarck. Mais en tout cas, je ne sais pas. Précisément, mais c'est clairement une métaphore de ce qui s'est passé. Et donc, Lotharinge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ça n'existe plus. D'accord? Donc, il y avait, ça c'était les Francs. Les Francs, c'était un seul peuple, 3 frères. Mais à un moment, il s'est créé un truc. C'est-à-dire les Francs de l'Ouest et les Francs de l'Est. Là, ce sont les Ottomans, c'est-à-dire les Allemands, les Germains. Et au fur et à mesure, ils se sont réciproquement tabassés, jusqu'à restreindre, se manger. Et quelle est la dernière trace, Gabriel, de Lotharinge? Je ne sais pas. Si tu sais. Peut-être. Mais vas-y, oui, peut-être, alors cherche. Je ne sais pas. Oui, mais fais une hypothèse. Écoutez, vous êtes que système 1, vous ne savez pas vous arrêter un instant et dire oui, en tout cas, vous me l'avez demandé, je réfléchis un instant. Non, pas du tout. Vous êtes, peut-être, oui, d'accord, peut-être, vous êtes réactif, quoi. Si je vous dis tu le sais, mais cherchez. Si je te dis que tu le sais, cherche. D'accord, je cherche. Alors, à ton avis, je pense à quoi? Lotharinge, ça devient quoi? Lotharinge. Quoi? Oui? La Lorraine, t'as vu, tu le savais? Elle a oui. La Lorraine. La Lorraine est un tout petit bout de terre ici, qui était la Lotharinge. La Lorraine. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Que les Francs de l'Ouest a dit, moi c'est ici, et je l'appelle libre lorsque j'y suis dedans et je règne sur la Lorraine. Et ça s'appelle Lorraine libre. Et l'autre on dit, non, en effet, la Lorraine est libre quand je suis dedans. Vous imaginez, vous avez un frère, vous avez une seule chambre, vous dites, cette chambre est libre lorsque c'est qu'à moi et tu sors. Ou tu sors pas, mais je te domine. T'es mon esclave, quoi. C'est assez simple. On ne voulait pas exiler les Boches. On ne voulait pas exiler les Français. On voulait tout simplement dire, ici c'est moi le maître. Et ça s'appelle Lorraine libre, parce que je suis le maître. Or, qu'est-ce que veut dire franc? Ça veut dire quoi franc? D'où ça vient franchise? C'est quoi une franchise? C'est quoi la franchise? Oui. Quand on est honnête. Oui, honnêteté, très bien. Puis, et lorsque tu as une franchise sur l'assurance, c'est quoi? Comment? Un franchising, par exemple. Franchising. C'est que tu portes un certain droit sur la chose ou que là, tu es libéré de devoir payer. Franchise. En fait, franc signifie libre. C'est pourquoi les esclaves, c'est-à-dire les slaves,
les Slaves, les peuples slaves sont les esclaves. Donc il y avait les francs, c'est-à-dire les libres, et les esclaves. Ça c'était notre Europe. Ici sont les libres, les francs. Donc je suis très franc. Hein. Franco signifie je suis maître de moi-même, maître de mes mots. Je te parle comme un homme libre, comme un maître de soi. Franc. Être franc, c'est ça. Donc, oui. Quand un esclave il est affranchi. Exact, affranchi, précisément libéré. Libéré. Affranchi signifie je deviens franc. Et ça vient de quoi? Je ne suis plus slave. Oui. Ça vient de quel nom, France? C'est nous qui l'avons inventé, Non, je pense que c'est du latin, mais ça, il faut un peu voir. En tout cas, vous voyez, il est question de liberté. Donc, chacun des deux frères disait, là, c'est lorsque je suis dedans, c'est franc. Et il dit, non, en fait, c'est lorsque je suis dedans, c'est franc. Ça revient à dire quoi? Que franc se dit soit en français, soit en allemand. Et comme on ne veut pas que franc se dise tout d'abord en allemand, alors on se massacre. Ça, c'est Verdun, 1814. D'accord? C'est une guerre des mots. C'est une guerre des langues. Chacun veut dire qu'un certain mot se dit de sa façon à lui, dans sa langue à lui, dans son interprétation à lui. Il n'y a que ça. Ok? Qui n'a pas compris? Comment? Donc, c'est quoi une dissertation? C'est arriver dans les mots. Vous voyez? Vous avez un mot comme franchise dans la disserte. Vous pouvez faire des gros voyages dedans. Hein. Je te dis franco signifie au toi, je suis là. Hein. Au toi, je suis franco quoi. Et donc, c'est quoi une disserte? Une dissertation, c'est le fait de, en effet, éviter de massacrer quelqu'un et penser au mot. Penser au mot. Et donc faire en sorte que les conflits de mots se fassent dans notre tête. Tout est là. C'est-à-dire, on fait silence, Gabriel, et on ne dit pas, j'ai pas, on dit, bon, j'y pense. Puisque si Salomé y est parvenu, moi aussi, je peux y arriver. Ok? Ça, c'est contre le système 1. Ce que nos neurosciences appellent le brain blocking. C'est-à-dire, arrête et pense. Ok? Bon, alors on continue ce qu'on faisait hier, puisque je ne vous avais pas fait le schéma de la compréhension du mot. Bon, c'est pas vraiment beau, mais c'est, je pense, clair. En tout cas, je vais vous mettre la carte de la fête de Verdun. 1000 ans, on se massacre à Verdun. C'est pourquoi on a fait l'Union européenne. J'ai dit, mais on arrête là. C'est bien qu'on arrête. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un... Non, vous vous rappelez qu'il était question de compréhension. D'accord? Et si je vous demande à partir d'hier, donc Gabriel, tu prends des notes, tu dessines pas. Merci. Tu prends des notes, tu ne dessines pas. Et toi, tu Mélissa. Car en tout cas, Mélissa, hier, tu m'as sorti l'exemplaire parfait de ce que j'ai trouvé dans cette classe. Elle m'a dit, monsieur, vous n'avez fait que jusqu'à l'intro de la dissertation. L'intro, montre-moi. C'était même pas l'intro, c'était le brouillon. Elle m'a dit, mais vous avez écrit ça. Je lui ai pris les photos du cours. Et je lui ai demandé, tu me montres où j'ai écrit ça? Il dit, non, en fait, c'est moi qui l'ai écrit. Et tout le reste était absent. Donc, c'est pourquoi bien que je vous encercle, là, fasse travailler. Hein. Alors là, Gabriel, tu fermes tes couleurs. J'adore tes couleurs, mais tu le fais, tu fermes. Non, non, tu fermes. Tu le fermes, tu fermes. Ton étui. Ah, mais l'étui, c'est là où j'ai mes Ça se ferme. Oui, voilà. Tu mon stylo aussi. Bah, tu le sais. Oui, exact. T'as entendu? Bravo.
Tu sors le Dans stylo. le cri. D'accord. Voilà. Je range les matériaux. Oui. Regarde-moi ça, je suis un spécialiste. Regarde, hein. Voilà. Tu me cherches, tu me trouves. Donc, et maintenant, tu fais comme moi. Regarde, hein. Alors, je sens le Mets dedans. 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 Ok? Bon. Alors, tout le monde est prêt à prendre des vraies notes? Alors, ce à quoi on veut en venir, et que je vous montre l'opération mentale qu'il faut faire pour chercher les fameuses définitions. On en est à l'analyse du sujet, d'accord? Alors, méthodologie, dissertation, analyse du sujet. Alors, nous en sommes à faire maintenant, nous voyageons vers, disons, essentiellement, dans l'analyse du sujet, deux premiers pas. Donc, lorsque vous commencez, c'est toujours le brouillon, d'accord? Vous savez, le brouillon, ça part dans tous les sens, donc après vous rangez, puisque les idées viennent. Donc, c'est pas, tu fais ça, et puis, en tout cas, c'est deux pas fondamentaux au départ. Alors, le premier pas est parvenir à une définition des mots. D'accord? Donc, le premier pas est la définition des mots. Donc, ce que nous devons faire est dégager leur sens, chercher leur sens. Vous voyez comment les mots partent vraiment partout, puisqu'ils viennent de partout, ils proviennent de partout. Je n'aurais pas dit qu'éléphant, c'était la franchising, la franchise, etc., la liberté, etc., etc. Mais c'est ça les mots. Et vous les avez dans votre cerveau. Il faut les dégager, les libérer. Ça. Alors, définition des mots. Donc, on va l'appeler réfraction. Vous voyez, c'est quoi la réfraction? Dans le cas d'un prisme, un mot se réfracte en plusieurs couleurs. Réfraction des sens du mot. D'accord? Des sens. Donc, nous cherchons, ce que nous allons chercher est les plusieurs sens d'un mot. C'est très important de maîtriser ça, sinon on part dans tous les sens justement. On ne comprend pas ce qu'on nous demande. Il faut donner un sens au mot qu'on nous propose. Et se dire, là, on est en train de dire ça. Donc il faut faire cela sciemment, consciemment. La deuxième chose, à côté de la réfraction des sens, de la multiplicité des sens, la deuxième chose est comprendre sous quelle notion du programme. Ça c'est très important pour le bac. C'est-à-dire on vous sort un titre comme par exemple « Puis-je ne rien vouloir dire » ou « J'entends parler », chose comme ça. Naturellement, évidemment, vous pensez à langage, mais nous venons de voir qu'il y a beaucoup de politique dedans. Beaucoup de politique. J'entends parler, c'est un parlement. D'accord? Donc, c'est la même opération. C'est-à-dire ne pas restreindre les notions du programme. Dire, ah oui, là c'est langage. Non, non, attention. Attention. Et lorsqu'on vous voit faire ça, c'est très bien noté. Oui. Je suis désolée de demander ça, mais on n'a vu quoi exactement comme notion pour l'instant? Beaucoup de choses. Oui, mais... Alors, si tu veux, je te fais une liste. Hein. Existence humaine et culture. Donc, disons, les notions prince qu'on a vues, vraiment prince, c'est conscience. Donc, tout d'abord, sujet n'est plus là. Et puis, on a, disons, fortement engagé la liberté, la vérité. Là, tu fais cette tête, mais il ne faut pas faire cette tête.
Est-ce que tu penses, si tu es totalement inconsciente de ce qui se passe chez toi, si ta vie est un rêve, que tu es libre? Non, mais je sais pas. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que là, tu mets un petit instant, c'est d'ailleurs prévu très tôt, on arrive directement, mettons, à la caverne de Platon. Ça, c'est rien de moins que la caverne de Platon. Hein. C'est-à-dire, on vit en rêvant, on vit en pensant qu'on existe, mais c'est pas vrai. Nous vivons inconscients dans un rêve. Tu as immédiatement la vérité, la science, la liberté, puis donc existence humaine, puis tu as les tons, on y arrive très bientôt, et en tout cas, c'est vraiment, on a beaucoup fait. C'est-à-dire, si vous imaginez que, donc, si vous imaginez que ce que vous pensez avoir fait, c'est seulement ça qu'on a fait, c'est totalement faux. C'est-à-dire, on le fera ça, hein. On montrera, je montrerai que où ça mène, qu'est-ce que ça veut dire, et tout celui. Donc on a fortement fait liberté, on a fortement fait vérité, science aussi, on a quand même posé les fondements, conscience, inconscient on y est, puisque vraiment on l'a largement travaillé, ça sert à vite fait l'inconscient, et vérité, conscience, inconscient, liberté, c'est un peu ça que j'avais prévu dans cette partie. Donc on les a tous convoqués, voilà. Donc, ça sera vraiment très vite fait. Il y a des lieux qui vont tout condenser dedans, c'est-à-dire la caverne de Platon, vous allez l'utiliser partout, quoi. Dans conscience, inconscient, dans vérité, dans liberté, dans science, dans politique, vraiment. Donc il y a, c'est ça la philo. Si vous attendez, on fait ça, c'est complètement possible. Il faut faire un voyage en profondeur et puis en dégager les éléments. C'est pourquoi cette opération, c'est-à-dire les notions au programme, c'est primordial, puisque vous pensez, ah oui, c'est ça. Non, non, faites attention. Dans la caverne de Platon, vous avez pratiquement tout le programme, quoi. Donc ça ne suffit pas qu'une chose, comment dire, qu'on tienne la parole, par exemple, parler, pour avoir que le langage. J'ai dit, non, le parlement. Entendre, c'est, l'année dernière, ça aurait été interprétation, vous n'avez plus l'interprétation. Mais en tout cas, ça change peu, je vais dire, Ok. D'ailleurs, on a commencé fortement par les cultures. Là, ce que je viens de vous faire, ce sont des petits bouts d'histoire où l'on montre le conflit de culture. Qu'est-ce qu'on fait avec autrui? L'année dernière aurait été autrui aussi, dans la culture. Oui. Non, c'est bon. C'est bon? Donc, de ce point de vue, ne vous inquiétez pas, car ça va s'accélérer fortement du point de vue de, en bon moment, dire, bon, on organise tout ça, l'important est réviser, quoi, avoir présent les choses qu'on a faites. Alors, cela dit, nous allons faire ça. Or, nous avions vu qu'il s'agit, la disserte, c'est un exercice, donc dissertation, c'est un exercice de quoi? De quoi donc? Dialectique. Oui, sans doute, dialectique, mais c'était un mot-clé. Oui? Analyse. Non? Oui, si tu veux, c'est sans doute, hein, analyse du jeu, mais ici, il y a un mot. Quoi donc, Simon? Oh, je dors. Je dors. Oui? Il y avait Non? l'organisation. Oui, presque. Oui? Oui, interprétation. D'accord? C'était interprétation. D'accord? Pour mener à quoi? À quoi ça sert une interprétation? Ça mène où? À quoi? À quel acte? J'interprète des signes que je demande, oui. Non. Merci.
io parlo italiano e voi non mi capite. J'ai dit quelque chose. Et vous ne m'avez pas compris. Oui, mais c'est ça. Ça amène à un problème qu'on explique comme texte. Oui, si tu veux. Mais là, je voulais dire une chose plus immédiate. Tu me dis ça. C'est que si je parle italien et que vous n'avez pas un interprète pour interpréter, vous ne comprenez pas. Donc l'interprétation sert à la compréhension. Oui, dis-moi, Gabriel. Ah, j'allais dire la compréhension. La compréhension. Donc c'était ça, non, notre question. À la compréhension. À la compréhension. Et la compréhension signifie quoi? Qu'à un bon moment, vous dites des choses comme je vois ce que vous voulez dire. J'ai compris, j'ai correctement interprété. Ok? Donc là, maintenant, on va voir justement ce que j'avais dit. Comment se fait-il que les Chinois apprennent le chinois? J'avais dit, non? Et Simon avait répondu. Parce qu'ils sont nés en Chine. Voilà, bon. Un jour. Bienvenue. Hein. Alors, il avait dit, ils sont nés. Et donc, j'avais dit, il y a un moment zéro qui est commun à tous les humains. Alors, là, maintenant, je vais schématiser. Tout le monde écrit. Ça sera l'objet. Ici, un mois de contrôle. Et après le contrôle, vous avez à me rendre la fameuse explication de texte. Avant le contrôle, après l'explication de texte. Ok? Alors là, ce que vous avez est que tout le monde naît au moment zéro de sa vie. D'accord? Donc ça c'est le zéro. Et ça, nous allons l'appeler processus de compréhension d'un mot. Ok? Processus de compréhension. Processus de compréhension d'un mot. Oui. C'est quoi le rapport avec la naissance? Avec hein? Avec la naissance? La naissance est... donc, alors je te l'aurais dit, je l'avais dit hier, j'ai dit, tu te rappelles que j'avais écrit la philo, je comprends rien? Oui. Alors ce que je dis, c'est tellement vrai que ça m'a engagé toute ma vie, ça fait 20 ans que je suis sur ce point, puisque ce qu'on dit typiquement, Chloé, de la philo, c'est que c'est du chinois. Ça c'est très intéressant. Pourquoi? Tu dis nul à maths. Mais tu dis pas la maths c'est du chinois. C'est plutôt la philo. Donc la philo, ça te donne l'idée carrément d'une langue étrangère. Non, ça te fait ces chocs à l'oreille qui te fait, comment dire, faire l'expérience d'un mot soi-disant connu, comme si n'était pas connu. Ok? En effet, ça vient de ce que je suis en train de vous montrer, que la philo explore toujours des sens un peu cachés, un peu ailleurs. Tandis que vous ne les possédez pas, l'essence de ces mots. Et donc ça fait toujours cette histoire de langue étrangère. Or, cela m'a mené donc à me demander, en fait c'est pour moi une expérience très claire, ça fait 20 ans que je fais cette expérience, que devant moi j'ai un jeune qui vraiment résiste comme si c'était un mot complètement incompréhensible. Mais vraiment c'est étranger quoi. Et alors j'en suis venu à me demander comment se fait-il, au fond du fond, que l'on apprenne une langue par définition étrangère. Ça veut dire quoi, par définition? Qu'à zéro, tu ne parles aucune langue. Donc, tout le monde ici, n'importe quel mot que nous dit, c'est une langue étrangère. Or, ce qui est magnifique, Chloé, est qu'au bout, donc nous allons dire, par exemple, mettons, 18 mois, 1 an, 2 ans, d'accord, c'est 1 an et demi, 2, donc ça fait 2 ans. Ce que tu arrives à avoir est en effet la compréhension du mot. Compréhension du mot. D'accord? Et ce qui est fondamental, et je pense à tous ceux et celles qui pensent que la méthodologie de la disserte est une méthodologie bidon, c'est une méthodologie artificieuse. Non, non, non. Ça s'enracine dans un processus naturel. Donc, ce que je tiens à ce que vous voyez, Chloé, est que là, tu es d'accord, il n'a pas des livres, il n'a pas de prof. Donc, il n'y a personne qui lui dit
Voilà la méthodologie pour apprendre le chinois. Tout simplement, on ne lit pas le chinois. Et il arrive à comprendre le chinois. Donc, mon but est de vous montrer que la fameuse méthodologie, c'est-à-dire les fameux arbres, vous voyez là, les fameux arbres de la disserte, c'est pas artificieux. C'est un produit naturel de ce que vous faites naturellement. Ce que tout homme fait. Donc, en effet, c'est vrai, lorsque on a galéré dans la philo, c'est comme réellement avoir appris une langue étrangère. Donc, vous voyez, Yvon, qu'est-ce qu'il me dit toujours? Ah, mais c'est bizarre. Non, il me dit comme ça, mais c'est bizarre. C'est que c'est étrange. C'est le, comment? Paradoxal, oui, paradoxal, oui. Et on va voir, c'est que j'ai déjà cité paradoxe. J'ai déjà parlé de ça. Je vous ai dit endoxal. L'endoxa. Pourquoi tu sais ça? Je n'ai pas fait ça. Vous l'avez dit une fois? Vous avez dit quoi? Mais pas ici. Non, puisque c'est très, absolument fondamental. Là. C'est peut-être en 10 minutes. Comment? Oui? C'est peut-être quand je suis venue une fois. Oui. Bon, voilà. Donc, puisque ça sera bon. Ce sont des notions endoxa et paradoxa très importantes, car la dissertation part toujours de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion commune. On va voir pourquoi. Mais en tout cas, donc la question, Chloé, est que ce qu'on va faire est voir comment, de la façon naturelle de comprendre un mot, jaillit la méthode. Vous comprenez ça, vous avez en effet compris la méthode. Sinon, ça vous paraîtra toujours artificiel. Et vous direz toujours, eh, mais messieurs, le prof, il fait autre chose, etc. Il faut que vous compreniez le fond. Oui. Mais si tout est fondé sur l'opinion commune, quand Pierre Bourdieu il dit que l'opinion publique n'existait pas, C'est justement là. Écoute, alors, elle pose la question de Bourdieu, par exemple, de la critique de la notion d'opinion commune. Et or, tout cela est absolument central. On va y arriver. Moi, je suis arrivé avec deux classes, on va bientôt avec vous, mais avec ce confinement, c'est vraiment. Et avec Nietzsche, notamment, la prise du sujet et donc la présence de la doxa autour de nous. Puisque la philo a toujours été et toujours sera s'enraciner. Ça, c'est la caverne. Partir de la caverne. C'est quoi la caverne? C'est l'opinion commune. C'est l'opinion commune. On te bombarde d'opinion commune. En fait, c'est quoi l'opinion commune? On a vu, c'est là, la faute de personne. C'est quoi? C'est on. On dit ça, on dit ça, on dit ça. Si, par exemple, je te dis Gabriel, qu'est-ce que tu me dis, Gabriel? Gabriel. Ou Lorraine. Laura. Ou Laura, tu vois. Laura. Oh, pourquoi tu t'appelles Laura? C'est mon prénom, c'est mon Oui, identité. pourquoi c'est ton prénom? C'est mon identité. Pourquoi? Ça me représente. Pourquoi? Ce que je suis. Pourquoi? Là, Pour ça. Parce qu'il y avait maman qui parlait et qui disait Laura. D'accord? Donc, en effet, ce que tu réponds, si réellement tu réponds à ma question, c'est-à-dire pourquoi tu défends ton prénom et tu dis que c'est le tien, tu réponds car on me l'a donné. Donc, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, la source de l'opinion commune, nous donne notre identité. On m'appelle comme ça. On croit cela. Et c'est la philo qui doit se dégager de cet enracinement ultime. Oui, d'accord, on dit que, je ne sais pas, les juifs sont méchants, ça va pas. Pas le on qui doit gagner. Mais Léon est très puissant, puisque Léon t'a donné ton nom, et tu défends ton nom. Tu dis, mais c'est mon nom. Mais où tu l'as pris? C'est toi qui l'as pris? Ah, mais oui, mais non, c'est on. D'accord? Donc, en quoi c'est langage de la liberté, Laura? Tu vois, non? Se libérer du on, ça c'est la philo. Se libérer de la doxa, c'est la science. Se libérer du sens pré-constitué des mots, c'est poursuivre la vérité des mots. D'accord? Donc alors, c'est clair, Chloé? Alors, vous avez compris le sens de ce qu'on va faire?
Qui veut le répéter? Le sens de ce qu'on va faire, Cédric? Alors, en gros, on va définir comment on forge notre apprentissage. Oui. Mais en effet, Cédric, tu as bien vu ça? Tu n'as pas encore vu, et que ce n'est pas Léon qui le forge, c'est toi qui le forges. D'accord? C'est ça qu'on va voir. C'est ça l'essence. C'est-à-dire que ce que vous pensez ici, est que vous êtes forgés comme de l'argile. D'accord? Passive. On va voir tout de suite, ce n'est pas le cas. Et cette activité qui est la vôtre, va être la vôtre lors de la disserte. D'accord? Donc, nous allons voir maintenant qu'à partir de ce moment où maman nous parle et elle nous dit maman. D'accord? Elle a dit maman. On va voir comment ce maman ici va sortir lorsque vous dites maman. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ta mère pleure. Il m'a appelé maman. Non, mais il m'a appelé maman. Non, c'était encore, il faisait un peu comme ça, maman. Non, il a dit maman. C'est le premier moment magique où tu sors vraiment un mot. Que on le voit direct, tu as compris. C'est ça qui fait pleurer maman. Lorsqu'elle dit, puisque vous passez là par dire, tous les nourrissons le font, non? Maman, baba, caca, non? Et puis un bon moment, ça devient maman. C'est ça. Donc on va voir comment vous êtes, nous ne sommes pas du tout de l'argile passive. Ce qu'on va voir est bien au contraire, quelle activité fondamentale est mise en place. Cette activité, nous allons l'appeler « j'entends parler ». D'accord? Alors là, ce que nous faisons est dire qu'il y a quelqu'un parler. Et il se passe quoi? En effet, qu'est-ce qui se passe là? Que maman dit maman. Mais on a bien vu que si le chat miaule, vous n'allez pas apprendre à miauler. Donc, ce que là il se passe, c'est que votre oreille saisit la présence d'une parole, d'une voix humaine. Sélectionne. D'accord? Donc là, vous avez l'oreille et ceci engage l'audition. D'accord? C'est le sens de l'audition. Ok? Or, qu'est-ce qui se passe lorsque le nourrisson, le bébé, a entendu parler? C'est la même qui se passe lorsque maman sourit. Lorsque maman sourit sans masque, on espère, c'est que l'enfant sourit aussi. C'est-à-dire, il limite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, en effet, ce que vous voyez bien, c'est que, à partir de l'oreille, ça devient la bouche. D'accord? Ça émet un son. Et ça s'appelle phonation. Ok? Or, vous voulez faire une pause? Bonne pause. Oui. Comment? Non, si, on l'a fait face à la maison et c'était la voie phonologique. Je suis en train de vous montrer, au niveau de la dynamique, qu'est-ce que cette voie phonologique va produire. Écoute, la morale est simple. C'est que ce qui se passe dans un cerveau et que tout va se ressembler dans le même cerveau. C'est-à-dire que
la voix que vous entendez, vous l'entendez pendant que vous vite. Vous n'avez plus besoin ni de bouche ni d'oreille. Donc il faut surtout se calmer. Cherche. Bon, je mets en pause là. Alors maintenant, on continue. Alors, je me dirige particulièrement sur Gabriel car il veut faire sciences de l'éducation. Là, nous allons engager un psychologue majeur. Oui. Moi aussi, je vais faire sciences de l'éducation. Alors, fais gaffe, fais attention. Parce qu'il y a de la philo dans la science de l'éducation. Non, mais bref, non, mais Louise. Ah bon? Bah oui. Ah bah oui. Je sais pas ça alors. C'est majeur. Tu ne feras jamais. C'est ça? Tu ne feras jamais sciences de l'éducation sans la philo de temps. C'est complètement possible. C'est quoi sciences de l'éducation? C'est Pour ce apprendre. que vous êtes en train de voir, disons, pratiquer par moi. C'est-à-dire, c'est la capacité scientifique de faire en sorte qu'un jeune, en âge évolutif, apprenne une nouvelle connaissance ou apprenne à bien se tenir comme citoyen. Ça, c'est science de l'éducation. Donc c'est être prof. Comment? C'est être prof. Non, pas seulement. Non. Tu peux, par exemple, être instit. Oui, Oh. il y a plein d'autres choses. Hein. Or, vous êtes d'accord, comme futur instit, que savoir ce qui se passe juste avant de rencontrer le gamin, c'est fondamental. Car lorsqu'il arrive à 2 ans, puis il commence CP, ne se... S'il vous plaît. Alors, ce qui se passe après un CP, ce n'est qu'une prolongation de ce qui se passait avant. Et en effet, le chef quoi, du XXe siècle de tout ça était Piaget. C'est-à-dire que Piaget a écrit une série de livres. Là, je vous parle notamment de la naissance de l'intelligence chez l'enfant, de 1936. Donc, c'est Piaget, Jean Piaget, naissance de l'intelligence. Chez l'enfant. C'était le 1936. D'accord? Or, ce livre fait date et d'une importance colossale, car c'est le début d'une appréhension scientifique formelle, s'il vous plaît, merci, de l'éducation. Et ce qu'il se demande est comment le bébé parvient au premier acte d'intelligence. Ok? Or, ce qui se passe là, chère Louise et chère Gabriel, s'appelle chez Piaget le premier acte d'intelligence pratique et langagère en même temps. C'est la première fois. C'est-à-dire que tu as une intelligence verbale, mais pratique. C'est-à-dire l'enfant, à cet âge-là, lorsqu'il a désormais appris à parler, n'a pas une intelligence réelle des mots. Il pratique les mots. Il bouge son corps. Et puis, donc, il faudra prolonger ce geste. Et toute la didactique de notre siècle se fonde sur ces recherches. La totale. Ce que vous faites là, c'est Piaget. D'accord? Il faut bien, vous êtes à fond dedans. Hein. Et donc voilà, Chloé, voilà, c'est un l'éducation. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque Louise et Gabriel iront apprendre sciences de l'éducation, bon, écoutez, si vous le faites, vous allez apprendre des trucs comme ça pour savoir ce qui se passe dans la tête du bébé. Comment? On va apprendre des trucs comme ça, mais je veux dire, est-ce qu'il y aura une matière philosophie au sens propre du terme? Absolument, oui, vous avez. Mais je pense, Louise, que comme partout désormais, là même, non pas, c'est pas optionnel la philo elle-même, mais à la fac, je pense que vous aurez des options. En tout cas, ça signifiera tout simplement renoncer au noyau philosophique. Tu ne peux pas éviter qu'il soit présent. Piaget, si tu lis sa biographie,
et ses écrits, il était un bergsonien, il avait été absolument ravi par Bergson, c'était quelqu'un qui avait décliné vers la science, vers la psychologie, mais à partir de la philosophie. Moi, j'ai fait un peu le contraire. Alors là, en tout cas, ça c'est du Piaget sans philo, d'accord? C'est du Piaget sans philo, puisque c'est pour la méthode, d'accord? Alors, ce que nous voyons est quoi? Est un processus qui, chez Piaget, s'appelle, écrivez ça, réaction circulaire secondaire. Ok? Donc, on va voir tout de suite pourquoi c'est un boucle, pourquoi c'est un cercle. Et secondaire signifie chez Piaget que ça engage deux sens. Ça met ensemble deux sens. C'est-à-dire phonation et audition. Tandis que la réaction circulaire primaire, c'est lorsqu'on n'engage qu'un seul sens. Par exemple, je fais de l'haltérophilie, je fais comme ça, je soulève, à force de soulever, ça me développe le muscle. Ça, c'est pas secondaire, c'est primaire, c'est une seule fonction. Ok? Une seule fonction. Tandis que là, ça engage deux fonctions. Audition et phonation. Oui. Et du coup, quand le bébé il émet des bruits sans parole, c'est aussi l'audition vu qu'il s'entend? Absolument. Donc là, j'en viens. D'où nous partons? Ça, c'est primordial à comprendre. Nous partons d'un état où... Alors là, on est d'accord que ici, l'enfant a une voix. D'accord? Voix. Là, c'est une voix. Alors, c'est quoi une voix? La voix est celle qui nous sert pour prononcer des paroles. Vous dites, oui, c'est normal. Non, c'est pas normal du tout. Car là, il n'y a pas de voix. Alors, c'est quoi une voix? Nous la définissons comment? Je vous donne une suggestion qui est très, très claire. La voix, ça se reconnaît. C'est-à-dire, vous avez Cortana, Amazon, etc., Google, la reconnaissance vocale. Et lorsque vous parlez avec quelqu'un au téléphone et que vous dites coucou, vous reconnaissez immédiatement. Donc la voix est reconnaissable. Or ça veut dire quoi qu'elle est reconnaissable une voix pour un ordinateur? C'est qu'elle est numérisable. Donc c'est une fréquence. Une voix c'est une fréquence. Ça s'appelle fréquence de la voix. Or c'est quoi une fréquence pour un ordinateur? C'est une suite de numéros comme le téléphone. Donc en fait, tout le monde a dans sa voix un numéro de téléphone. C'est pourquoi on vous reconnaît la voix à l'ordinateur. C'est votre numéro de téléphone naturel. Donc c'est quoi une voix? C'est une forme, c'est une structure. Donc une voix, nous disons, formée, structurée. D'accord? Une voix formée, structurée, identifiable, individuelle. D'accord? Une voix est quelque chose de structuré, de formé, donc de régulariser. Régulariser. D'accord? J'arrive? Régulariser. Ou harmoniser aussi. Harmoniser, oui. Alors, j'ai deux questions. D'abord, du coup, est-ce que ça veut dire, on peut dire que notre voix c'est une partie de notre identité? Absolument. C'est pourquoi je vous torture avec cette histoire de voix. Sors ta voix, ta voix, ta voix, ta voix. Ta voix. J'insiste. Car ta voix, celle tu as dans ta tête, est ton identité. C'est pourquoi je vous dis, cherche ta voix, cherche ta voix, cherche ta voix, car ta voix est ce qui tu es. Et notre cours s'appelle « Sais-je dire qui je suis ?» Si je sais le dire, si je connais ma voix. Donc, le but de l'éducateur, non pas à 2 ans, c'est de refaire la même chose ici. C'est-à-dire qu'à 18 ans, la philo, c'est quoi? C'est de vous donner votre voix. C'est la même chose. À un niveau plus haut. Aussi, la voix, elle change. Absolument, oui. Oui. Mais elle va toujours plus. C'est comme ce qu'on a vu avec les 3 formes ADN. Absolument, oui. C'est une évolution de la voix.
Là, c'est la première phase. Mais après, ce que vous faites acquérir une voix adulte. Ça correspond à notre question. C'est-à-dire que là, tu as une voix, mais tu es d'accord que Pavarotti n'a pas cette voix-là. D'accord? Donc la voix évolue. Or, quelqu'un comme Piaget s'est demandé comment les choses évoluent. Et il a montré qu'il y a toujours, et il est d'accord là-dessus avec les grandes sagesses, la même structure. Donc nous voyons ce que vous êtes censé faire dans votre pensée, à 18 ans. Comment le fait le bébé? Il s'agit uniquement de refaire ça, une fois que vous l'avez compris. Ok? Alors là, j'avance. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que, en effet, ça n'existe pas un programme pour reconnaître le nourrisson dès qu'il est né. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une chose, mais ce n'est pas une voix. D'accord? Il fait ce qu'on appelle un gémissement. Or, un gémissement est quelque chose qui n'a pas une fréquence régulière. Il n'a pas sa propre fréquence. Donc, il est amorphe, informe. Et en effet, il est égal partout. C'est-à-dire, vous êtes d'accord que là, c'est une maman, et avant qu'elle dise maman, ou plutôt maman, ou plutôt mom, ou plutôt mutter, etc., en ce moment zéro, il est ni allemand, ni chinois, il n'a rien du tout. Donc à ce moment, son gémissement est égal chez tout le monde. Absolument chez tous les bébés du monde. Qui peuvent donc devenir à partir de ce moment chinois, arabes, etc. Donc le gémissement n'est pas individuel, n'est pas formé. Le gémissement est universel. Et amorphe et universel. Donc amorphe, ça veut dire quoi amorphe? Qui n'a pas de forme. Oui, morphète signifie forme. Transformé, donc métamorphose, c'est changement de forme. Donc amorphe et universel. Égal pour tout. Universel. Ok? Et là, c'est l'acquisition d'une fréquence régulière. Donc individuelle, régularisée, structurée, fréquence structurée, fréquence. C'est quoi une fréquence? Une fréquence n'est que un rythme, une harmonie interne, une fréquence. C'est ça, vous entendez des régularités. Ce que vous entendez est une fréquence. D'accord? Donc c'est quoi? La voix est une fréquence régulière et identifiable. C'est ça la voix. Mais ça n'existe pas avant. Donc ce processus est un processus de régularisation. Ok? De régularisation. De harmonisation. Qu'est-ce que vous apprenez, chère Louisa Gabriel, à l'école à la France, comme institut? Vous apprenez à régulariser deux choses. Les cordes vocales, mais vous-même régularisez le trait de plume. C'est-à-dire que c'est la même chose, ça commence irrégulier. Si vous voyez l'écriture de départ de tout élève, de tout bébé, de tout enfant, c'est égal partout l'écriture. Tandis que voilà, nous tous avons une signature. C'est-à-dire que la voix est la signature sonore, le trait de plume est la signature à l'encre. C'est la même chose. C'est que vous acquisissez, on dit acquisissez? Acquérez, je ne sais pas, chaque fois je me comprends. Bon, vous gagnez votre identité, votre trait, votre signature, votre identité, avec la régularisation du trait. Or, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que l'enfant, donc là, il a une maman chinoise ou française, il imite. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Quelqu'un a un petit frère? Alors, vous voyez qu'il est tout seul. Est-ce que vous arrêtez de bavarder, merci?
Alors, le petit frère, il est tout seul dans sa chambre, il fait quoi, à l'occurrence? Kaka, mama. Il fait quoi lorsque tout seul, il n'arrête pas de répéter des sons? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Il s'exerce. Exact. Il s'exerce. Alors, ça veut dire quoi? Tu vois, Cédric, j'ai écrit actif processus de compréhension. Tu n'as pas quelque chose qui, dès l'extérieur, a une chose passive. Ce qui se passe, c'est qu'il attend, et puis il répète. Et donc, il a dit il a dit maman. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence, mettons qu'il sort me. Ok? Donc, il dit me. Me. Et puis, il dit a. Me, a. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'exercer veut dire quoi? S'exercer veut dire qu'il s'entend parler. Tu vois? J'entends parler, il s'entend parler. Pourquoi il s'entend parler? Parce qu'il peut parler, quoi. Donc, j'entends parler, car j'entends parler. Il veut parler. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'autre bout de notre réaction circulaire. C'est-à-dire, ça boucle le cercle. Vous voyez? Ce qu'il fait là, c'est que ça boucle, ça arrive à l'oreille, sa propre oreille. C'est un cercle. Réaction circulaire. Secondaire. C'est-à-dire deux organes de sens. Audition, phonation. Or, il répète, puisque qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que vous dites? Lorsque vous me donnez un devoir, je vous dis non, ça va pas. Faites quoi? En principe, corriger. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il se corrige, s'améliore. Donc, il va s'améliorer, donc ça répète maman, maman, et ça va donc faire quoi? Ça va faire que ceci se prolonge. Donc, il répète. Donc, ça continue, il a dit maman, c'est la deuxième, c'est le deuxième. Ça, c'est le moment 0. D'accord? Ça, le moment 1. Maintenant, nous sommes au 2. Donc, il répète. D'accord? Au 2. Et il entend. D'accord? Et ce qu'il entend, ça va mieux. Donc, ça se répète. Ça va comme ça. Encore, ça répète. Et là, par exemple, il est arrivé à dire ma. Pas me. Hein? Il a dit ma. Donc, il dit ma. Ok? Ma, pa, ka. Non, mais là, ça ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Non, mais dans le cahier. Quoi? Ah, dans ton cahier, toi? Moi, je m'en rappelle pas. Bon, en tout cas, vous avez le schéma, je l'ai déjà fait sur YouTube. Hein. Vous avez l'image. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a donc, vous voyez, amélioré, il a formé des petits bouts. Ça s'appelle les syllabes. C'est quoi une syllabe? Syllabe en grec veut dire mise ensemble, prise ensemble. Syllabe. Syllabe veut dire prise ensemble. Alors, ça c'est la première syllabe. Or, c'est vite fait, puisque l'important c'est le principe. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au troisième moment, c'est le moment magique. Donc, il s'est entendu parler, il entend parler, il a entendu parler et il veut parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça revient comme ça, et là, du coup, maman éclate en pleurs. Car il n'a pas dit que il a dit maman. Il a dit le premier mot. Donc, voilà. Alors, pourquoi maman éclate en pleurs? Car elle comprend que le bébé a compris. C'est ça. Il a dit une chose, elle a compris, non. Donc, c'est vraiment un mot. Un mot, c'est une voix régulière comprise. Comprise. En effet, il comprend. D'accord? Donc, ça va comme ça va comme ça. Donc, vous voyez, c'est 3 fois le même cercle qui donne cette flèche qui régularise la voix. Ok?
ça fait un mot. Or, ce mot peut être chinois, peut-être allemand, et peut-être philo. Si ici vous avez le début de l'année, et là vous êtes février. Ça peut, écoutez, vous avez cette histoire, vous, chez nous en Italie, ça fait 3 ans philo. 3 ans, quand même, on a le temps. Mais moi, depuis que j'enseigne en France, je parle toujours de décollage vertical. Je fais toujours un petit schéma. Je dis, nous en Italie, on a 3 ans. Là, c'est le bac philo. En Italie, ça veut dire que tu pars comme ça et tu arrives là. En effet, tu as eu 3 ans pour arriver, disons, ça s'appelle comment pour les avions? La hauteur de croisière. Oui, de croisière. En tout cas, ça vraiment que tu voles, quoi. Là, j'ai toujours dit, ici en France, vous voyez les porte-avions américaines, il faut faire un décollage vertical. Tout simplement, vous devez arriver à haut, direct. La troisième année, c'est incroyable. Nous, on a eu 2 années, monsieur. Comment? Nous, on a eu 2 ans. Oui, en effet, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais je suis totalement partant qu'on mette la philo partout, c'est-à-dire en maternelle, quoi. Moi, les pensées les plus profondes philosophiques que j'ai eues, j'avais 5 ans. Donc, pour moi, oui, mais tout enfant est un philosophe. Il existe un livre qui s'appelle L'enfant philosophe. C'est très beau. Or, là, ce qu'on a fait... Or, vous voyez, qu'est-ce que veut dire manquer d'oreille? Vous avez jamais entendu, c'est en fait cette chose vraiment pénible qu'en sourd, qu'on dit muet, mais s'il n'est pas muet. Chercher à parler, vous n'avez jamais entendu ça? Bon, ça donne des sons vraiment terribles, quoi. Puisqu'il n'est pas muet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il ne s'entendait pas parler. Donc, il n'a pas de voix. Il n'a pas forgé sa voix. Parce qu'il est sourd. Il n'avait pas d'oreille. Mais il y a une voix intérieure. Oui, très heureusement. Puisque sinon, il serait un végétal. Mais qu'est-ce que Tu vas répondre toi-même. C'est trop compliqué. C'est-à-dire une pensée sans voix. C'est un signe. Moi, je prends. Oui. Vous parlez combien de langues? Je sais pas. Ouais, attends. Le français, l'italien, puis je parlais l'allemand, mais c'est très rouillé. Est-ce que des fois ça vous arrive de penser, enfin vous pensez dans quelle langue? Vous rêvez dans quelle langue? Je sais pas. Je sais pas. Attends. Lorsque je dois avoir une pensée vraiment, mais à fond, c'est-à-dire à méditation profonde, c'est l'italien. Dans votre langue natale. Oui, c'est l'italien. Et du coup, un sourd muet, Est-ce que dans vos sa rêves, voix, Je sais pas. un sourd muet, sa voix intérieure, vu qu'il l'a jamais entendu. Oui, personne la voit. ça, oui, ceci est très important. C'est-à-dire, en tout cas, ça va un peu trop loin, on n'a pas le temps. Mais on y viendra si ça se passe. Je vous ai parlé de l'expérience terrifiante de Frédéric II sur les nourrissons, de les dépourvoir, de les dépouiller d'une expérience de communication humaine. Donc, tout c'est bon, tu le nourris comme des animaux, c'est tout. Tu le regardes pas, etc. Il meurt. Il meurt direct. L'enfant meurt. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant a besoin d'une expression, d'une signification. Donc, le sourd peut devenir homme et donc comprendre sans le son, car en tout cas, tu lui communiques une signification. Puisque, est-ce que vous pensez que c'est possible pour un homme de bouger une main sans faire un geste, sans que cela n'ait de sens? Un homme est toute une parole parlante. Ça, vous pouvez apprendre cette petite vérité très parlante. Toute absence d'expression est une expression d'absence. Tu ne peux pas éviter d'avoir une expression sur ta tête. Le maximum que tu peux faire est avoir une expression
d'absence. Mais tu ne peux pas ne pas avoir une expression. Donc, tout chez l'homme communique en sens. C'est pourquoi les sourds peuvent faire sans le son. Ok? Or là, ce qui est important, que vous voyez, alors que dans ce processus, notre corps se forge. Si vous, non, vous arrêtez. Merci. Et je vois bien que tu ne te souviens pas ça. Toi-même, t'as dissipé. Alors, ce qui est important de voir ici, on y arrive d'un autre côté, mais c'est la même chose. On a vu que le sourd muet, il n'est pas muet, tout simplement, il n'a pas de voix, c'est-à-dire, il gémit, quoi. Il gémit. Il est resté là, car il n'a pas pu activement régulariser. Il n'a pas pu lui-même. Ça veut dire, d'ailleurs, que vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas agile. Parce que vous dites, on m'a formaté, non, c'est pas formatable. Tu dois mettre ton activité. Ça, c'est les feux dans la caverne de Platon. Nous portons un feu. La seule histoire est que ce soit toi qui l'as lu, ou que le feu est à toi. C'est toi, c'est actif. Tu te forges ta voix. Donc tu vois, Cédric, c'est que tu te forges activement ta voix. C'est actif là. Ok? Ce qu'on veut entendre de vous, à la disserte de Philo, est votre voix. Que vous êtes capable de vous forger votre pensée. Ça. Alors là, j'en viens à qu'est-ce qui signifie se forger. Je vous demande pourquoi j'aurai toujours un accent. Vous êtes d'accord que niveau syntaxe ou morphologie du français, je m'en sors assez bien. Finalement, on ne m'a pas chopé comme italien au concours de philo, sinon on ne m'aurait pas eu. Je devais faire comme en français. Sinon, tout simplement, j'avais raté le concours, car c'était erroné. Donc, je sais mimer, comment dire, imiter le français. Mais, dès qu'on m'a entendu parler, immédiatement, vous m'en témoignez, ils ont vu, entendu, je suis italien. Alors, c'est quoi l'accent? Si ce n'est pas la syntaxe, pourquoi ça ne s'efface pas l'accent? Ce n'est pas la morphologie, ce n'est pas la phraséologie, oui. Bah, c'est comment la voix elle est formée dès la naissance, il ne faut pas la changer. Absolument. Mais pourquoi? Puisque la syntaxe aussi est formée dès la naissance. La syntaxe, mais je la transforme. Bah, Oui, Cédric. Parce que c'est aussi à la naissance, à force d'apprendre des mots et une prononciation qu'on entend et qu'on se répète, c'est quelque chose qui est né en nous, et quand on apprend, c'est pas aussi évident que d'apprendre une autre langue, d'apprendre une nouvelle formulation parfaite. Oui, et voilà, donc il y a quelque chose qui résidue, ce socle. Ce n'est pas la forme, la phraséologie, la syntaxe, les mots. C'est quoi donc ce socle ultime qui ne s'efface pas, à votre avis? Puisque vous avez utilisé des mots, vous avez dit inhérent, une chose comme ça, vous avez dit... Alors c'est quoi? Ce socle ineffaçable, oui. C'est la fréquence, c'est l'identité. C'est la fréquence, et ça vient d'où? Bon, je vous résous l'énigme. C'est le corps. C'est qu'on a forgé notre larynx. À votre avis, pour moi, ce n'est pas toujours une petite torture, cette histoire de R. Moi, c'est R. Je suis roman, c'est pas romain, c'est romain. Mais je dois me forcer, me gratter la gorge. Pour vous, c'est totalement naturel, mais je me gratte la gorge chaque fois que je dis gratte. Pour moi, c'est grattare, c'est une liquide, c'est avec la L. Non, peut-être ra. C'est ici, pas ici. Et pour moi, c'est pas naturel, car j'ai forgé mon corps. J'ai forgé mon larynx. C'est ineffaçable, c'est son corps. Certo. Tamine. Non? Comment? Certo. Voilà, c'est trop dur car c'est le corps. Alors ce que nous disons là est que nous avons forgé deux choses. Nous avons forgé notre voix, nous avons forgé notre ouïe, c'est-à-dire que nous avons forgé notre organe de sens. Forgé,
donc forger nos organes de sens. D'accord? C'est-à-dire que nous avons forgé, mais matériellement, quoi, vraiment la chair de nos oreilles, l'oreille et le larynx, la bouche. Nous avons forgé notre corps. Ok? Et à ce niveau-là, ce qui se passe, donc c'est quoi un organe de sens? C'est un organe de sens où, lorsque tu parles avec la bouche, c'est pas avec la bouche, c'est tout écoute, tout écoute. Vous êtes d'accord? C'est pas avec la bouche que tu écoutes, amour. C'est avec l'oreille. Mais, en effet, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce niveau-là, où la bouche, le corps, quoi, c'est le niveau du corps, où la bouche n'est pas l'oreille, doit forcément être dépassé. Pourquoi? Car nous avons un seul esprit qui a fait ça. L'enfant veut parler. Donc, il entend parler dans le sens de vouloir parler de lui-même, et il entend parler parce qu'il entend. Donc c'est un même esprit qui fait les deux choses ensemble. Il reçoit et il émet. C'est le même esprit. Or, qu'est-ce qu'il nous dit, Piaget? Il dit que l'intelligence est lorsque les sens se rassemblent dans l'intériorité de l'esprit. Et alors, lorsque vous, dans votre cerveau, qui vient avant les oreilles et la bouche, dites, ça c'est pas l'enfant, c'est vous. Il faut avoir un âge. Lorsque, dans votre tête, vous dites, j'entends parler, là vous avez intériorisé la bouche et l'oreille. Et en fait, vous êtes d'accord, lorsque en yoga vous dites, j'entends parler, vous êtes à la fois bouche et oreille dans votre tête. Or, ça devient quoi? Donc, attendez, Donc, alors, j'en viens à la solution piagétienne de cette histoire de la naissance de l'intelligence. C'est quoi donc? Alors, j'efface ici, voilà, ok, j'efface ici, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'une fois que tu as maintenant deux organes de sens, on en est là, d'accord? Deux organes de sens. D'accord? Là, nous en sommes à l'enfance. Mais c'est quoi l'intelligence? C'est la capacité de penser, de réfléchir. C'est le système 2. Donc c'est quoi? C'est le fait que ça se ressemble tout ici. Donc ça s'intériorise. C'est ça. Ça s'intériorise. C'est dedans, pas dehors. Donc ici dedans, vous voyez ce que je veux dire? Et vous me dites, oui, non. Mais en tout cas, vous acceptez que je dise, vous voyez. Parce que ici dedans, vous entendez, vous parlez, vous voyez. Vous savez d'où ça vient le mot savoir? Donc à la fin, comment? Pardon? Pas vraiment, c'est sapio. Sapio, d'où sapiens. Vous savez ce que ça veut dire? Sapio, insipide. Ça veut dire quoi, insipide? Sapio, sapientia. Ça veut dire quoi, sapiens? Ça veut dire sagesse. Sapiens. Comment? Sapiens. Homo sapiens, oui. Or, sapio en latin veut dire j'ai un goût salé. Sapio. D'où insipide. Goût salé.
Et en fait, ça se confirme. Car en tout cas, donc sapio égale, en latin, je sais, et j'ai un goût salé. J'ai un goût salé ou je sens un goût salé. Je sens un goût salé. Et si vous dites je sens un goût salé, vous dites comment? Vous dites je savoure. Le savoir, c'est la saveur. Savoir, saveur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois avec les yeux ce que je veux dire? Tu as un savoir, tu as une saveur. Tu savoures. C'est que en fait, notre esprit rassemble en soi tous nos sens. C'est tous nos sens. Savoir, saveur. Savoir égale saveur. Je savoure. Je savoure ce que vous dites. En fait, ça sent la philo. Ça sent la philo. Vous dites, c'est une métaphore. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à la fin de ce processus? Il se passe que l'intelligence se fait lorsque ceux-ci, les organes des sens, s'intériorisent dedans. Intériorisation. Donc, il se passe quoi? Que j'ai maintenant un adulte qui pense, d'accord? Qui médite, qui réfléchit sur l'allure à donner à sa disserte. Donc, il est là. Il est en train de penser. Or, ça donne quoi ici l'intériorisation? L'intériorisation de deux organes de sens, ça me donne quoi? Qui me trouve la solution à 20 sur le coup. Ça devient quoi? Deux organes de sens lorsque je les ai ici. Ici, j'entends, j'écoute, j'entends, je veux parler. Là-dedans, ça me donne quoi? Plutôt que les oreilles et la bouche. De quoi? J'entends. Lorsque vous vous dites j'entends, est-ce qu'il y a une oreille? Il n'y a pas d'oreille. On efface l'oreille. On efface la bouche. Parce que vous entendez, mais il n'y a pas de bouche. D'accord? Donc, ce que j'efface est les organes. Là, nous avons deux organes de sens. Ce qui nous reste, c'est quoi? Oui? L'esprit, oui, le bon sens. On dit bon sens, hein? Le sens. En fait, ce qui nous reste des organes de sens, c'est deux sens. Sans organes. Et pourquoi tu l'avais dit? Tu t'aurais eu un. En fait, ce que vous avez dans le mot j'entends, dans votre corps, vous avez oreille et bouche, deux organes de sens. Mais dans votre tête, vous avez deux sens. Deux sens. Ok? Donc, j'entends. Donc, ce qui se passe est que l'intériorisation, ça efface les organes. Et ça donne deux sens. Ok? Deux sens. C'est quoi l'esprit? Vous savez comment se dit esprit en allemand? Se dit Sinn. Sinn, ça veut dire sens. Ça veut dire à la fois esprit et sens. C'est le bon sens de Descartes, le bon sens. Avoir du bon sens signifie avoir un esprit sain. Le sens. Donc l'esprit est l'endroit où se rassemblent les sens du corps. Ça s'intériorise. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est intériorisation des choses du corps. Donc, compréhension. Donc, c'est quoi l'esprit? C'est compréhension circulaire. Est-ce que je me fais comprendre? Circulaire. C'est la conscience, non? C'est l'autoconscience. C'est que vous entendez
parlez. Vous écoutez vos pensées. Vous pensez et vous pensez que vous pensez. Donc, esprit, compréhension circulaire, c'est-à-dire réfléchissante, du sens. Ça, c'est l'esprit. Vous avez un esprit, vous avez quelqu'un d'intelligent, lorsqu'il, en effet, il perce, il chope les sens. Il comprend. Ça, c'est l'esprit. C'est l'intériorisation de ce qui se passe lors de toute compréhension. On cherche chez vous une intelligence des mots. Donc, on cherche chez vous que vous fassiez cela dedans. Ceci dedans. Pourquoi le yoga? Car surtout, tu arrêtes ton corps. D'accord? Maintenant, tu arrêtes le corps. C'est pourquoi je vous dis toujours, je suis là, chez mon corps. Ça vous distille, ça vous fait trouver dans un corps calme. C'est quoi les tracs? La tremblote, c'est faire au corps ce qu'il faut faire à l'esprit. C'est ça la tremblote, ou le trac. Moi j'ai eu beaucoup d'élèves phobiques, je lui ai donné comme consigne, ton but est, le moment venu, d'envoyer les énergies à la musculature volontaire. Parce qu'il se chiait dessus. Il se chiait à l'époque. Et ça, c'est la musculature involontaire. C'est le muscle involontaire. L'infarctus, c'est quoi? C'est du muscle involontaire. On le massacre. Pourquoi? Car on ne va pas dans le muscle volontaire. Alors, tu dis, écoute, tu t'arrêtes. Tu arrêtes tes muscles volontaires. Arrête. Ça, c'est le yoga. Avec le yoga, tu peux, en effet, là, te diriger là. Et plutôt que réfracter là, d'un côté, de l'autre, j'en sais rien, etc., rester dehors, tu te rassembles dedans et tu penses. C'est-à-dire que tu t'écoutes. Tu te mets à ton écoute, comme l'enfant. Tu t'écoutes penser. Ça, c'est la voie phonologique. Tu t'écoutes penser. On te donne un sujet et tu écoutes les paroles. Alors, qu'est-ce qu'il s'agira de faire dans l'analyse du sujet? Ceci. Il n'y a même pas un mot, c'est ça que Laura m'a demandé, qui n'a pas une guerre de mots, une guerre de sens dedans. J'ai fait l'exemple d'apprendre, et Cédric y a dit s'arriver, mais si je vous dis, je vous apprends une chose, vous n'allez pas penser que je suis en train d'apprendre moi-même. Vous, immédiatement, vous chopez que c'est je vous enseigne. Vous n'y pensez pas. Et tous les mots, c'est comme ça. Tous les mots sont des choses pratiques, quoi. On pratique les mots, on les fait, on agit. C'est l'intelligence pratique. Mais le moment vient, nous enseigne Piaget, où l'on pense. Et ce n'est plus pratiquer un mot, mouvoir son corps, faire des choses. C'est penser, c'est réfléchir. Donc arrêtez cet usage pratique. Pourquoi vous dites toujours, donc j'y comprends rien, premier. Deuxième, c'est que, qu'est-ce qu'on dit à terminal philo français? Comment? Les chinois. Je n'ai pas compris. Les chinois. C'est du chinois, je comprends rien, c'est du chinois, ou, écoutez là, absolument universel. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est-à-dire, je n'y fais rien avec. En fait, c'est vrai. C'est que tu penses. Et penser n'est pas faire avec. C'est juste ne rien faire et réfléchir sur ce que tu as dans ta tête. Le regarder. Et je vous donne la solution finale. Ça suffira ça pour que l'essence et donc les branches de la dissertation se présentent d'elles-mêmes. Puisque le mot, si vous l'écoutez vraiment, va vous montrer ses facettes. D'un côté, de l'autre côté. Ça, c'est une dissertation. C'est en effet être capable d'explorer, explorer par l'écoute le sens des mots. Et ça, c'est la racine
de la disserte et de la méthodologie. C'est pourquoi la méthodologie a toujours cette tête. La tête d'un sujet qui passe pour une intro, et qui s'appelle les branches des paragraphes. Car c'est ce développement-là d'un arbre à plusieurs branches, c'est-à-dire les différentes façons où vous écoutez et entendez le sujet, qui va donc vous montrer, bon, d'un côté on peut dire, en effet, mais de l'autre côté on peut dire aussi. C'est possible. Ça c'est une disserte. Ce n'est pas une démonstration. 2 plus 3, 5, c'est tout. Une dissertation, que ce que tu vois peut avoir à toujours un aspect, en l'occurrence, contradictoire. Mais ce n'est pas une contradiction, c'est de la dialectique. C'est-à-dire que je dis oui, tu dis non, on discute. Ce n'est pas contradictoire, c'est dialectique. C'est explorer les différentes façons d'interpréter les mêmes paroles sans faire de la lotharinge un droit pourri, où on se tape dessus plutôt que parler. En fait, on explore des possibilités différentes de sens. Et ça, c'est avec cette intériorisation de ce que notre corps fait. Notre corps, lorsqu'il savoure, il n'écoute pas. Tandis que vous dites, ah mais ça sent bon ce que vous dites, ou je vois bien, ou j'ai écouté mon cœur. C'est vrai, absolument, c'est absolument vrai, mais c'est dedans, et c'est la pensée. Donc la pensée est le sens interne. Ça c'est la définition de Locke, John Locke. John Locke était un philosophe empiriste, s'appelle, en fait on l'a appelé, pas lui, John Locke. Pensée ou réflexion, c'est le sens interne. Et c'est un mot qui a été pris aussi par Kant. C'est qu'en effet, lorsque je pense, je projette ce que je fais, tout simplement de lier mes sens, qui normalement sont projetés à l'extérieur, à l'intérieur. Donc je m'entends penser, je me vois penser, je savoure tes mots, je touche, vraiment, là c'est vraiment, ce que tu dis, c'est vraiment, c'est du tangible ce que tu dis. Je touche, j'engage mes sens. Ça, c'est la pensée, l'intériorité de la pensée. C'est pas mystérieux. Si je vous dis par exemple, Louise, est-ce que tu vois ce triangle rouge que je te montre maintenant? Si. Qui le voit? Voilà. Ça s'appelle visualisation. C'est-à-dire voir avec les yeux internes. Lorsque lui, Gabriel, fait un dessin, qu'est-ce qu'il fait auparavant? Visualise. Il imagine la forme résultat. S'il n'imaginait pas le tout avant, il ferait un truc tout bidon, tout bancal. Ça serait pas harmonieux. Tandis que lui, il voit avec ses yeux internes la forme résultat. Et cela donne une symétrie à la fin. Parce qu'il a vu avant, il a visualisé. Il l'a vu avec les yeux internes. C'est quoi une disserte? C'est ça. C'est que avec vos sens, vous projetez une forme qui doit donc se manifester comme ce dessin. Un dessin belle, bien fait, parce que vous avez exploré naturellement ce que vous avez devant. C'est un beau dessin de la pensée. Et vous pouvez faire cet exercice. Ce que je vous ai dit, vous voyez ce triangle rouge, ou est-ce que vous entendez ce gros bruit de mer dans vous? Voilà. Est-ce que vous entendez le mugissement de la mer? Il faut que vous l'entendiez si vous voulez devenir Beethoven. Il a entendu la mer. Vivaldi, il a entendu le printemps, avec ses oreilles internes. Et puis il a fait la musique. Donc, l'esprit est ça, est l'exploration interne du sens des choses, du sens des paroles, du sens des images. C'est l'exploration interne. Et il faut se calmer. Et lorsque vous calmez,
ça va nécessairement produire toujours le contraire. Si vous n'empêchez pas à l'allemand de vivre à côté du français, dire, écoute, tu te tais, non, vous pouvez parler ensemble. Si vous n'empêchez pas à une chose qui vous paraît contraire de parler en même temps, ça vous donne, ça vous libère. Ça libère l'essence des mots. Les libère. Parce que vous ne partez pas déjà avec un préjugé. C'est pour cela que se faire la liste des notions en programme est très important. C'est-à-dire ne pas se dire, là c'est du langage, là c'est de la politique. Non, non, tu t'arrêtes. Tu donnes aux mots la possibilité de se multiplier, de s'épanouir, de montrer tout leur feuillage, leur multiplicité. Oui. Et si au final, en faisant ça, on en arrive à ce qu'une personne dirait en disant c'est cette notion-là et cette notion-là. Comment? Pardon? Si on en arrive à dire avec ces politiques et langage après avoir cherché sur nos gens. Ah, c'était plus à dire pourquoi. Et ça, c'est la différence. C'est-à-dire que tu montres, c'est l'enjeu, c'est que tu montres pourquoi tu as choisi cette trajectoire. Si tu ne montres pas, c'est que tu n'as pas vraiment su, toi-même, en autonomie, déterminer la problématique. C'est comme un maths. Un maths, lorsque tu donnes une solution, tu dois montrer comment tu es arrivé. De même en philo. Oui, j'ai compris. Mais en tout cas, dans le philo, tu dois toujours montrer pourquoi ça en était ça. Ok. Monsieur, Oui. est-ce qu'un sourd, ça pense? Ah, pardon? Est-ce qu'un sourd peut penser? Mais oui, je viens de le dire. Non, c'est pas possible parce qu'un sourd, ça n'a jamais entendu parole. Mais c'est que tu n'étais pas très distrait lorsque j'ai répondu ça. Mais je sais, mais j'ai pas le diaporama, mais j'ai pas Moi, ce que j'ai dit est que le sourd, en tout cas, tu lui communiques des choses. Tu lui souris, tu lui fais des signes. Donc, il participe au langage. Est-ce qu'un aveugle, ça rêve aussi ou pas? Comment? Quelqu'un qui est aveugle aussi, il rêve. Oui. Il rêve de moi. Et tu dois le chercher ça. Ce sont des recherches extrêmement intéressantes. Mais il était aveugle, il voyait dans ses rêves. Ah oui? Mais en fait, en tout cas, tu fermes les yeux, tu vois, donc c'est pas les yeux qui regardent. Oui, cours. Si on fait des recherches, oui, cours. Cours. Tu vois des choses. Ah, mais on fait trop mal. Au revoir. Au revoir.